Les matinales de KPMG. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG en ce mardi 7 septembre pour cette première matinale de la saison 2021-2022. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous espérons que vous avez pu vous ressourcer cet été et que vous êtes en forme pour cette rentrée, encore placée sous le signe de la pandémie. Retour donc à l'essentiel de l'actualité comptable et financière depuis le 6 juillet, date de notre dernière matinale. Quel est le programme aujourd'hui, Laurent ? Au programme de cette édition, aujourd'hui, le traditionnel journal de la rédaction pour faire le tour de l'actualité et le dossier du mois consacré aux SPAC, les Special Purpose Acquisition Companies, avec Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Notre invité nous expliquera que cette innovation, destinée à investir dans des entreprises non cotées, connaît un véritable engouement, mais présente également certains risques. Le journal. À la une de ce journal de l'actualité comptable internationale, avec tout d'abord l'adoption par l'Union européenne de l'amendement à IFRS 16, la norme sur les contrats de location, un amendement qui porte sur l'extension de la simplification des aménagements de loyer. Toujours dans cette actualité comptable internationale, la publication de l'extrait annuel de la base de données de l'ESMA qui rend publiques de nouvelles décisions et aussi la reprise des discussions autour de la réintroduction de l'amortissement du goodwill. De l'actualité réglementaire aussi avec la publication par l'autorité des marchés financiers de sa cartographie annuelle des risques et des marchés. Et puis, comme toujours, nous refermerons ce journal avec les principales publications de l'été. Commençons avec l'actualité comptable. Aujourd'hui, les grands émetteurs ont en majorité publié leurs comptes du 30 juin 2021. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, quel grand message peut-on leur adresser, Laurent ? Effectivement, les publications semestrielles sont plutôt derrière nous. L'actualité comptable, indispensable pour les arrêtés intermédiaires, a déjà été présentée sur nos ondes, en particulier dans une émission spéciale des matinales, diffusée le 17 juin dernier avec l'AMF. Aujourd'hui, nos deux principaux messages aux émetteurs seront tout d'abord de considérer l'amendement à IFRS 16, adopté il y a quelques jours, sur l'extension de la simplification des aménagements de loyer, et ensuite de parcourir la publication de l'ESMA, parue fin juillet, qui rend publique 10 nouvelles décisions. Commençons avec l'adoption par l'Union européenne le 31 août dernier de cet amendement IFRS 16, qui porte donc sur l'extension de la simplification des aménagements de loyer dans les comptes des preneurs au regard de la crise Covid-19. Oui, cet amendement est applicable de manière immédiate et rétrospective. Il étend la simplification temporaire aux aménagements de loyer sur les périodes allant jusqu'au 30 juin 2022 au lieu du 30 juin 2021 initialement. Les autres critères d'éligibilité n'ont pas été modifiés. En conséquence, les preneurs qui ont choisi initialement la mesure de simplification optionnelle doivent appliquer la prolongation au contrat devenu éligible. Les émetteurs qui, en l'absence d'adoption, n'ont pas pu appliquer cet amendement dans leur compte semestriel au 30 juin 2021 devront le faire de manière rétrospective dans leurs comptes annuels 2021. Et ceux qui n'ont pas encore finalisé leur compte semestriel peuvent dorénavant l'appliquer. Autre information utile dans l'actualité comptable estivale, l'ESMA a publié fin juillet le 25e extrait de sa base de données qui rend public 10 nouvelles décisions prises par certains régulateurs européens en matière IFRS et qui ont été considérées comme de portée relativement générale, Laurent. Il faut préciser, Hélène, que ces décisions ne constituent pas des interprétations officielles des IFRS, lesquelles relèvent de l'IFRIC. Elles n'en sont pas moins une source de doctrine, une référence pour l'AMF lors de ses contrôles et également pour ses recommandations. Nous invitons donc les préparateurs d'états financiers à les regarder avec attention. Et quels sont les sujets traités par ces 10 décisions ? Les sujets abordés sont très divers et vont de l'évaluation des pertes de crédit attendues pour une entreprise de pétrole et de gaz à la comptabilisation d'un contrat de location selon IFRS 16 pour la mise à disposition de terrain à l'exploitant d'un parc éolien, en passant par l'évaluation de créances douteuses acquises dans une société dont le cœur de métier est la gestion de crédit. Le plus efficace est donc de consulter ces décisions directement sur le site de l'ESMA. Restons dans l'actualité comptable internationale et penchons-nous maintenant sur l'éternelle question de la nécessité de réintroduire ou non l'amortissement du goodwill. Cette question, Laurent, a connu des développements en plein cœur de l'été.
Oui, en effet, il n'y a pas de pause estivale pour parler d'un tel sujet. L'IASB et le FASB, les normalisateurs comptables, se sont donc réunis fin juillet pour échanger sur le sujet, mais aucune décision n'a été prise. Il faut peut-être rafraîchir la mémoire de nos auditeurs à ce propos, surtout en cette période de rentrée. C'est vrai que la question de l'amortissement du goodwill est un serpent de mer. Régulièrement, les investisseurs plaident pour une meilleure information sur le suivi des acquisitions. Ils souhaitent notamment savoir si l'opération est un succès et si le prix payé s'avère raisonnable. Beaucoup s'inquiètent également du fait que les dépréciations de goodwill sont reconnues trop peu et ou trop tard. A contrario, pour de nombreux préparateurs d'états financiers, les tests de dépréciation sont considérés comme complexes et coûteux à mettre en œuvre. Et pour répondre à ces inquiétudes, voire ces reproches, l'IASB avait publié en mars 2020 un document de discussion qui posait la question de la réintroduction de l'amortissement du goodwill. Oui, mais tout en proposant à l'époque le statu quo, à savoir seulement la dépréciation. Ce projet prévoyait également une simplification des tests de dépréciation, des informations complémentaires à fournir en annexe sur les acquisitions réalisées, ainsi que d'autres sujets. Les commentaires à ce document de discussion ont été nombreux, avec une grande diversité de positions exprimées. De son côté, le normalisateur américain, le FASB pour ne pas le citer, travaille sur la question, mais en solo, et a provisoirement décidé en décembre 2020 de réintroduire l'amortissement du goodwill sur 10 ans par défaut. Même si aucun exposé sondage n'a encore été publié aujourd'hui, cette direction est celle privilégiée par le FASB. Et donc les deux normalisateurs ne vont pas dans la même direction. C'est vrai, Hélène. La direction actuelle du FASB n'est pas celle initialement proposée par l'IASB, d'où leur réunion de fin juillet pour en discuter. Le statu quo proposé initialement par l'IASB sera-t-il in fine acté, sachant que la convergence est souhaitée par de nombreuses parties prenantes et que des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent en faveur du retour à l'amortissement du goodwill. Une grande partie du voile pourra être levée plus tard, cette année, du côté de l'IASB, puisque les discussions vont se poursuivre, y compris ce mois-ci. Quelques mots maintenant d'actualité réglementaire. Je l'annonçais dans les titres de ce journal, l'Autorité des marchés financiers a publié début juillet sa cartographie annuelle des marchés et des risques. On imagine, Laurent, que cette publication est encore marquée par les effets de la pandémie. Oui, indéniablement, Hélène. Il ressort notamment de cette cartographie que la reprise économique fragile et hétérogène d'un secteur à l'autre est bien valorisée sur les marchés actions. Le soutien public a créé les conditions d'un recours accru au marché. La forte épargne des ménages français s'est traduite en investissements records en actions cotées, en plus de dépôts atteignant des niveaux historiques. La volatilité paraît relativement faible au regard de l'incertitude et de la nature inédite de la situation. Et enfin, si des risques de solvabilité ne se sont pas encore manifestés, une hausse des défauts des sociétés non financières est attendue. Voici ce que nous dit, dans les grandes lignes, l'Autorité des marchés financiers dans ce document pour 2021. Qui est à retrouver, bien entendu, sur le site de l'AMF. Sans transition, un dernier mot à propos de l'actualité juridique. Un décret du 28 juillet a prorogé jusqu'au 30 septembre prochain les mesures dérogatoires de tenue des assemblées générales et des conseils d'administration introduites par le décret du 10 avril 2020 pris dans le contexte du Covid-19. Ce qui a conduit la Direction générale du Trésor à mettre à jour sa foire aux questions intitulée « Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire ». Parfaite transition, Laurent, vers les principales publications de cet été 2021. Oui, et parmi les publications estivales, je citerai la mise à jour des recommandations et observations de l'ANC relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19, mais également un guide KPMG relatif aux coûts de configuration et d'adaptation des logiciels utilisés en mode SaaS, Software as a Service, qui décrit notamment notre point de vue dans ce domaine et nos critères d'analyse en les illustrant avec des exemples. Et enfin, le traditionnel numéro d'IFRS en bref. Toutes les publications KPMG sont en ligne, bien entendu, sur notre site internet. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve tout de suite avec notre invité. Le dossier du mois. Les SPAC, pour Special Purpose Acquisition Companies, sont des coquilles cotées constituées pour investir dans des entreprises non cotées. Ces SPAC répondent à 3 objectifs. Pour les fondateurs, celui de lever des capitaux afin de procéder à une acquisition. Pour les investisseurs, celui d'investir dans des titres liquides. Quant aux cibles, elles espèrent profiter de capitaux venant du marché sans la contrainte de la cotation.
Le procédé consiste donc à utiliser le marché des capitaux pour réaliser une opération de private equity, ce qui revient en quelque sorte à faire du coté avec du non-coté. À leur création, les SPAC sont, si l'on peut dire, des sociétés chèques en blanc. Après un fort développement aux États-Unis, il semble que l'Europe, la France et les Pays-Bas notamment, commencent à prendre goût aux SPAC. Face à cet engouement, nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois à cette innovation pour en examiner le rapport coût-avantage. Et pour ce faire, nous avons convié à notre micro aujourd'hui Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, avocat et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Ma première question sera très simple et directe. Pourquoi un tel engouement aujourd'hui pour les SPAC, Jean-Jacques ? L'engouement pour cette formule tient en général à la notoriété des fondateurs, il ne faut pas se le cacher, mais aussi aux garanties accordées aux investisseurs, dont la principale est en général un droit de retrait si l'acquisition projetée ne leur convient pas et un droit de remboursement si l'acquisition projetée n'est pas réalisée à court terme. Les SPAC ont déjà trouvé leur public aux États-Unis, où le droit des sociétés de nombre d'États facilite le sur-mesure statutaire, où les places de cotation offrent de multiples possibilités et où les investisseurs prêts à prendre des risques sont nombreux. Les SPAC auraient levé aux États-Unis 88 milliards de dollars en 2020 pour plus de 250 cotations et auraient représenté cette année-là près de la moitié des introductions. 300 auraient déjà été réalisées en 2021 pour près de 100 milliards de dollars. Ce véhicule d'investissement semble donc se développer rapidement outre-Atlantique. Voyons donc maintenant comment créer un SPAC. Il n'y a pas de modèle légal, ni même de forme unique. Rien n'est coulé dans le marbre, en fait, Jean-Jacques. Oui, Hélène, vous avez raison, de telle sorte que les modèles que l'on rencontre en pratique peuvent varier d'un pays à l'autre, d'une opération à une autre, et sont même d'ailleurs, semble-t-il, en train d'évoluer. Cependant, de grandes lignes se dégagent actuellement. Ainsi, des fondateurs commencent par constituer une société, lui apportent les premiers fonds et s'accordent des droits de souscription exerçables en fonction de la réalisation de l'objet, l'acquisition d'une cible, mais s'interdisent en général de céder leurs titres pendant un certain temps, limitent leurs droits de vote et leurs droits sur le boni de liquidation. Leurs droits de souscription sont donc à risque parce qu'ils sont perdus si l'opération n'aboutit pas dans le délai prévu. Puis, deuxième étape, ils introduisent la société ainsi constituée en bourse par une augmentation de capital. Les investisseurs souscrivent alors à cette occasion, en général, un panier de titres comprenant d'un côté des actions et de l'autre des droits de souscription sous forme de bons exerçables à échéance en général de 3 ou 4 ans, à un prix favorable, en général déterminé postérieurement à l'acquisition d'une cible. La dilution du capital qui en résulte doit néanmoins être limitée pour garantir un minimum de 15 à 20% aux fondateurs, cela grâce à leurs droits de souscription préférentiels. Les capitaux levés sont le plus souvent séquestrés et investis dans des produits financiers liquides. En pratique, l'augmentation de capital qui accompagne l'introduction en bourse est réservée aux investisseurs professionnels et n'est pas ouverte aux particuliers. Ensuite, dans la chronologie logique, vient le temps de l'acquisition d'une cible. Oui, selon la pratique éprouvée aux États-Unis, l'acquisition doit intervenir dans un délai de 18 à 24 mois. Dans ce délai, le SPAC, doté des fonds nécessaires, doit investir dans une entreprise, voire théoriquement, ce n'est pas impossible, dans plusieurs. Dès qu'une acquisition se profile, et c'est un point très important, les actionnaires sont réunis en assemblée générale pour statuer sur son opportunité, les fondateurs s'interdisant le plus souvent de participer eux-mêmes au vote. L'opération n'est approuvée, selon la pratique la plus répandue, que si, d'une part, la majorité des investisseurs, et eux seuls, se prononcent positivement et que si, d'autre part, pas plus de 20% de ces investisseurs exercent leur droit de retrait, ce qui, bien sûr, doit être prévu dès l'origine dans les statuts. Les investisseurs qui sortent du SPAC avant l'acquisition sont remboursés par rachat de leurs actions et prélèvement sur les fonds séquestrés. Les investisseurs bénéficient donc en général d'un double pouvoir qui est assez remarquable et qui semble déterminant de la réussite de l'opération. D'une part,
s'opposer à une acquisition à la majorité, d'autre part, exercer un droit au remboursement dans la limite de 20% du capital social si au moins 80% des actionnaires approuvent l'acquisition. Et que se passe-t-il si aucune acquisition n'est effectuée dans le délai prévu ? Dans ce cas, il est en général prévu que le SPAC est dissous et les fonds séquestrés sont restitués, en général d'abord aux investisseurs, ensuite aux fondateurs. Prenons maintenant l'hypothèse optimiste qu'une acquisition a bien lieu dans le délai requis. Que devient la cible ? La cible est en général absorbée et devient ainsi une société cotée sans l'avoir été à l'origine. Nous l'avons dit au début de cet entretien, les SPAC ont connu un véritable engouement aux États-Unis. Qu'en est-il en France ? À ma connaissance, il y a eu à l'heure actuelle au moins 5 introductions de SPAC sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris entre la fin de l'année dernière et cette année. Le précédent le plus connu dont on a beaucoup parlé dans les journaux concerne la société MediaOne, lancée par messieurs Pigas, Niel et Capton en 2016 sur Euronext, qui a levé fin 2020 250 millions d'euros par un placement privé international afin de financer une acquisition dans le secteur des médias et du divertissement en Europe, ce qui d'ailleurs a été réalisé dans le courant du premier trimestre de cette année. Une illustration française de la forme que peuvent prendre un SPAC. Les SPAC commencent à apparaître doucement en France. Y a-t-il des freins à leur développement dans notre pays ? Des freins, pas vraiment. Certes, plusieurs points juridiques doivent être résolus pour acclimater les SPAC en France. La société anonyme permet tout cela, et donc elle s'impose en pratique. D'autant qu'elle est l'une des rares formules juridiques à pouvoir être cotée. Encore que la société en commandite par action n'est pas exclue, ni même la société européenne. La distinction des associés fondateurs et des actionnaires investisseurs peut en effet se réaliser par l'émission d'actions de préférence et de bons de souscription, qu'il s'agisse de l'organisation du droit de vote et du droit au remboursement. Le rachat des actions, quant à lui, suppose de respecter les conditions de l'autocontrôle, qui est le principal frein, mais pas un empêchement. Enfin, cela n'épuise pas les questions. 2 marchés sont a priori ouverts. Le compartiment professionnel d'Euronext Paris, qui est dédié aux investisseurs qualifiés ou professionnels, et Euronext Access, qui tous les deux n'imposent aucune ancienneté aux sociétés candidates à l'admission, ce qui est nécessaire. Après des premiers retours d'expérience très positifs aux États-Unis et une période d'engouement, des inquiétudes se font jour. Pourquoi un tel revirement, Jean-Jacques ? Vous avez raison de mettre l'accent sur cet aspect. Paradoxalement, aux États-Unis, les dernières créations de SPAC semblent avoir été plus rentables pour les investisseurs qui sont sortis avant l'acquisition d'une cible ou qui ont refusé celle-ci, plus rentables que pour ceux qui sont demeurés après cette acquisition. Une autre inquiétude doit être notée. Les autorités de régulation étrangères, pour parler des États-Unis, commencent à réagir à cause des conditions parfois peu transparentes pour les investisseurs, conditions dans lesquelles les acquisitions, puis surtout les fusions ultérieures sont réalisées, car ces opérations obéissent à un régime d'information moins exigeant que celui d'une introduction en bourse. Aussi, l'idée fait-elle son chemin aux États-Unis de renforcer les exigences d'information lors de l'acquisition et lors de la fusion, car c'est là que l'introduction en bourse prend tout son effet et tout son sens. La SEC s'est tout spécialement inquiétée des risques de conflit d'intérêts, en particulier des banques qui conseillent les fondateurs pour lever des fonds, mais qui aussi, pour certaines d'entre elles, les conseillent pour trouver des cibles à racheter. De nombreux litiges et recours collectifs ont d'ailleurs été lancés au premier semestre 2021 aux États-Unis, nombre d'investisseurs se plaignant, semble-t-il, de manquements des dirigeants à leurs obligations dites fiduciaires, de trop nombreuses cibles ayant été, semble-t-il, acquises à un prix trop élevé. S'y ajoutent des attaques lancées par des vendeurs à découvert, leur position ayant été multipliée par 3 en quelques mois au début de cette année. En France, l'AMF s'est d'abord montrée favorable au SPAC, mais cet été, elle a mis en garde les investisseurs sur les risques liés à cette innovation. Oui, en effet, car d'un côté,
l'AMF a considéré à juste titre que les SPAC ont la vertu d'animer le marché et a estimé que le cadre juridique français était suffisamment accueillant. Elle l'a fait dans un premier communiqué du 15 avril de cette année. Mais elle a depuis pris un peu de recul et pris soin de souligner les risques de mauvaises informations, de conflits d'intérêts et de résultats très aléatoires dans une note qu'elle a publiée en juillet de cette année, note intitulée « SPAC, opportunités et risques d'une nouvelle façon de se coter en bourse », donc une note de juillet 2021. Il est temps maintenant, Jean-Jacques, de conclure. Les SPAC seraient-ils seulement un effet de mode ? Comme toute innovation, celle-ci mérite évidemment d'être rodée, de sorte que la réponse à votre question dépendra de l'avenir, d'autant que nous en sommes aux prémices en France. Aussi, les investisseurs doivent-ils demeurer prudents, à mon avis, tout en s'y intéressant. Message reçu 5 sur 5. Un grand merci à vous, Jean-Jacques Daigle, de nous avoir éclairé sur ce sujet très novateur. C'est la fin de cette émission. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons le mardi 5 octobre prochain pour une nouvelle édition des matinales de KPMG. D'ici là, bonne rentrée à tous et portez-vous bien. Les matinales de KPMG.